Dans ce module, nous allons parler de la démocratie moderne et de sa critique par Alexis de Tocqueville et Frédéric Bastiat. Tous deux ont été élus députés en 1848 au moment du passage de la monarchie à la République et de l'instauration du suffrage universel. Tocqueville prolonge la distinction de Benjamin Constant entre la liberté des anciens et des modernes. Ainsi, il distingue la liberté aristocratique, qui est définie comme la jouissance d'un privilège, comme le citoyen romain qui tient sa liberté de son appartenance à Rome et non de la nature. Et d'un autre côté, la liberté démocratique, qui est la notion juste de la liberté, selon lui. Elle consiste en un droit égal et imprescriptible à vivre indépendant de ses semblables, et elle est fondée sur le droit naturel et s'étend également à tous. Les paradoxes de la démocratie. En fait, Tocqueville observe que l'égalité de conditions caractéristique de la démocratie pousse chacun à se replier sur soi. Et c'est ce qu'il va nommer l'individualisme. Alors, l'égalisation des conditions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le principe démocratique qui s'affirme contre la hiérarchie des classes et l'autorité des traditions qu'on trouve dans l'Ancien Régime et dans l'Antiquité. La hiérarchie disparaît au profit d'une sorte d'égalité où tout le monde se ressemble. Mais cela pousse les individus à se replier sur eux-mêmes puisqu'ils ne ressentent plus d'attachement aux autres. Ils pensent qu'ils ne doivent rien à personne et tout simplement à eux-mêmes. D'où ce sentiment d'autosuffisance conduisant au désintérêt pour les affaires publiques et à l'amour des jouissances matérielles. Il en résulte une forme d'étatisme, puisque le pouvoir va combler ce vide, il va maintenir les citoyens, essayer de maintenir une cohésion, mais par la contrainte, et pas une contrainte violente, comme peut-être elle a existé dans certains despotismes, mais une contrainte douce. Tocqueville parle d'un despotisme doux, car l'État maintient les citoyens dans un état d'enfance, il les infantilise, il travaille à leur bonheur, mais il veut être l'unique agent de ce bonheur. Il en résulte une nouvelle servitude, ce despotisme doux dont je parlais, c'est-à-dire les citoyens sont réduits à l'état de troupeaux, vacants à ses petits intérêts, mais indifférents au sort collectif, ce qui permet à l'État de prendre en charge de plus en plus de secteurs dans la société et ainsi de déresponsabiliser l'individu. Ainsi, pour Tocqueville, l'homme est davantage attiré par l'égalité que par la liberté, ce qui constitue pour lui un danger majeur. Je cite Tocqueville, « Il y a une passion mâle et légitime pour l'égalité qui excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion tend à élever les petits au rang des grands, mais il se rencontre aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l'égalité, qui porte les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau et qui réduit les hommes à préférer l'égalité dans la servitude à l'inégalité dans la liberté. » Alors en effet, l'égalité est plus confortable que la liberté. La liberté comporte des coûts, elle exige de prendre des décisions, de prendre des risques. Donc, les coûts sont visibles immédiatement, les bénéfices sont davantage lointains. Et en revanche, l'égalité apporte des bénéfices immédiats et elle permet en effet aux hommes de se sentir tous identiques et de ne pas jalouser, de ne pas envier son prochain. Pourtant, à terme, à long terme, eh bien, les libertés se réduisent. Pour être plus égaux, il faut supprimer des libertés, il faut empêcher les gens de se différencier, il faut leur interdire de gagner plus, etc., etc. Alors, dans un discours à l'Assemblée constituante en 1848, Tocqueville s'est opposé au droit au travail dans le projet de constitution. Pour lui, si l'État s'engage à fournir du travail à tous, il deviendra le grand et unique organisateur du travail. Et il compare le socialisme à l'Ancien Régime. C'est ça qui est très intéressant dans cette approche. Le droit au travail, c'était une revendication des socialistes. Dans la Constitution de 1848, l'État devait fournir du travail à tous. À ce moment-là, l'État devient le grand organisateur et pour Tocqueville, eh bien, il en résulte une nouvelle forme de servitude. En effet, l'Ancien Régime considérait ces sujets comme des êtres infirmes et faibles qu'il fallait toujours tenir par la main. Eh bien, pour Tocqueville, le socialisme, c'est la même chose. Il déresponsabilise moralement.
Mais politiquement aussi, il est contraignant. Il veut se faire le maître de chaque homme. Et économiquement, il est fondamentalement inefficace, car il élimine toute forme de concurrence. Bastia, à son tour, va se montrer très critique de la démocratie socialiste. Il observe que la machine électorale est utilisée pour piller l'argent public, et il définit l'État comme la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. Les finances publiques ne tarderont pas d'arriver à un complet désarroi. Comment pourrait-il en être autrement, dit Bastia, quand l'État est chargé de fournir tout à tous? Alors, en effet, chacun réclame de l'État qu'il s'occupe de lui, qu'il s'occupe de l'éducation, qu'il s'occupe de la santé, qu'il s'occupe du chômage, qu'il s'occupe de la retraite, du logement. Ainsi, les impôts deviennent écrasants. Le peuple sera écrasé d'impôts, dit Bastia. On fera emprunt sur emprunt. Après avoir épuisé le présent, on dévorera l'avenir. Autrement dit, on va consommer le capital et on ne progressera plus. On verra le peuple tout entier transformé en solliciteur. Le trésor public sera littéralement au pillage. On dirait que Bastia a anticipé ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire que l'État-providence, face à l'augmentation des dépenses et des promesses, eh bien, est obligé de recourir à l'endettement massif. Voilà ce qui caractérise notre époque, et que Bastia avait vraiment comme un visionnaire. Il avait vu cette mécanique se mettre en place déjà au milieu du XIXe siècle. Alors, dans son célèbre pamphlet La Loi, Bastia montre comment la loi est devenue le champ de bataille de toutes les cupidités. Dès que l'on admet que la loi peut violer les propriétés au lieu de les garantir, il s'ensuit une lutte des classes, soit pour se défendre contre la spoliation, ça ce sont les classes dominées, soit pour l'organiser à son profit, ce sont les classes dominantes. Simplement, par rapport à Marx qui utilise également cette notion de lutte des classes, ici on a la classe spoliatrice, c'est la classe politique en réalité. Et la classe spoliée, ce sont tous les contribuables. Donc on n'est pas dans une opposition à l'intérieur de l'économie, mais une opposition véritablement politique. Lorsque la loi sort de ses justes bornes, le législateur devient corruptible, et une lutte acharnée s'engage entre divers intérêts catégoriels, tous soucieux de capturer l'appareil législatif pour obtenir des privilèges spoliateurs. Donc, pour Frédéric Bastiat, la mission de la loi, sa seule mission, c'est d'empêcher l'injustice, c'est-à-dire de défendre les droits, de défendre les droits individuels, et de protéger la propriété privée. Dès qu'elle sort de ce rôle, dès qu'elle se met à vouloir protéger l'égalité, la solidarité, organiser la fraternité. À ce moment-là, elle devient spoliatrice parce qu'elle est obligée d'aller prendre l'argent aux uns pour le donner aux autres, et elle devient le champ de bataille de toutes les cupidités, comme nous le dit fort bien Bastia. Alors ici, j'ai mis un petit graphique tout à fait virtuel et imaginaire, mais voilà quelles seraient les conséquences de la démocratie socialiste selon Bastia. Le déficit permanent, des budgets en hausse de manière infinie. En multipliant les promesses irréalisables, la machine électorale développe une rancœur qui fait le lit des révolutions. Je cite Bastia: « Si le gouvernement se charge d'élever et de régler les salaires, et qu'il ne le puisse, ne voit-on pas qu'au bout de chaque déception, hélas, plus que probable, il y a, non moins inévitable, une révolution ». Donc Bastia conclut que les peuples les plus heureux, ce sont ceux où la loi intervient le moins dans l'activité privée, où le gouvernement se fait le moins sentir, où l'individualité a le plus de liberté et l'opinion publique le plus d'influence.